Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est l'heure de la grande édition sur BON Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Un concours des jeunes talents se déroulera prochainement à Kikwit en mémoire de King Kester et mené afin d'immortaliser cette icône de la musique congolaise. Dans sa vie natale, l'artiste reste donc vivant à travers ses œuvres. Et puis la pacification du Nord Kivu progresse sous le rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo et les dernières forces négatives vont en faire les frais. L'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, ces prouesses des FARDC sont à suivre dans ce journal. Et enfin, nouvelle technologie de l'information et de la communication, l'accès à l'Internet spécifiquement et officiellement devient désormais réalité après que le ministre des Postes, Téléphones, Nouvelles Technologies de l'information et de la communication ait pris un arrêté dans ce sens. Une fois de plus, bienvenue à tous. Parlons d'abord de la migration dans ce journal. Avec ses 9 pays voisins, la RDC doit émettre une bonne politique migratoire et c'est justement ce dont il était question ce vendredi lors de l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée au directeur général adjoint de l'Organisation internationale de migration. Je suis en visite officielle à la République démocratique du Congo et évidemment c'était important pour moi d'avoir l'occasion de connaître le président de l'Assemblée et de discuter avec lui des sujets importants sur la migration au Congo. Bon, on a discuté sur le besoin de créer un cadre juridique pour la gestion de la migration dans le pays. Et je crois qu'évidemment c'est très important. C'est un pays qui est au carrefour de l'Afrique. Il y a des mouvements migratoires de tout type, de différents types ici. Et évidemment, avoir un cadre qui régit justement ces mouvements, c'est très important. Les lois sont fondamentales pour avoir ce cadre administratif et national pour pouvoir contrôler et gestionner mieux le mouvement migratoire. Je vous le disais tantôt, la charte portant nomenclature du point CD de la RDC est désormais opposable à tous. La signature solennelle de l'arrêté ministériel portant publication de cette charte a été prise par le ministre des PTNTIC, Tryphon Kinké Mulumba, en son cabinet de travail. Cet acte permet ainsi à la République démocratique du Congo de contrôler finalement le domaine .CD. C'est un pas d'extrême importance que vient de poser la République démocratique du Congo via le ministère des PTNTIC dans son vaste processus de rapatriement de son point CD. Il s'agit de la signature solennelle par le ministre des PTNTIC, Tryphon Kinké Mulumba, du document portant l'arrêté de publication de la charte du point CD de la RDC. Un acte historique qui rend ces documents opposables à tous après plusieurs étapes surmontées par la RDC, satisfaction de Tryphon Kinké Mulumba. La remise de cette charte, mais également la rédaction des statuts de la NIC, d'IRC, puis les comités exécutifs provisoires qui va se charger de la gouvernance du domaine CD et le règlement intérieur devrait être rédigé, il a été adopté. Cet acte oblige ainsi les internautes congolais à basculer sur le point CD qui auparavant était sous le contrôle d'un sujet congolais vivant en Afrique du Sud. Pourtant, deux autres étapes attendent encore la RDC pour récupérer définitivement son domaine .CD. La charte doit être publiée au journal officiel et les statuts et règlements intérieurs de la NIC, d'IRC, l'organe de gouvernance, doivent être approuvés par le ministère de la Justice. Eh bien, l'État congolais aura rempli toutes les conditions de la redélégation par la ICANN et du rapatriement du domaine .CD.
Le domaine du point CD tel que recommandé par l'ICANN, la structure planétaire en charge de l'attribution des noms des domaines, sera gérée par Network Internet Congo. Coopération avec cette enveloppe des 73 millions de dollars qu'apporte la Banque mondiale pour financer le projet d'assistance à la construction du grand barrage d'Inga. Le Premier ministre Matata Ponyo se réjouit de la décision de cette institution financière. Nous sommes venus confirmer que nous sommes engagés dans l'Inga 3 et que nous allons mettre à la disposition de la RDC un financement conséquent, préparer les conditions pour que le secteur privé puisse apporter des financements qui vont permettre de réaliser ce qui a été pendant longtemps un rêve et qui va devenir pour bientôt une réalité. On reste dans les installations de la primature. Les gouverneurs des provinces ont été reçus ce vendredi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. L'objectif de cette rencontre est de trouver des solutions sur des tracasseries routières qui interviennent le long des routes dans les barrières et dans les provinces. Présents à Kinshasa, les gouverneurs des provinces ont été reçus vendredi par le Premier ministre Matata Ponyo. Un seul point à l'ordre du jour, les voies et moyens de mettre fin aux tracasseries routières. Il était question de tout ce qui concerne les tracasseries sur les routes et nous avons été invités à trouver des solutions pour que ces tracasseries puissent cesser avec tous les services qui interviennent le long des routes, dans les barrières, dans les ports, etc. Normal que les pistes de solutions soient dégagées. Mais les mesures, c'est d'abord le respect par ces services de postes où ils doivent se tenir, ainsi que de types de papiers qu'ils exigent ou d'amendes qu'ils doivent donner aux différentes populations, et à la présence des services autorisés aux différents postes de contrôle. Les usagers des routes de la RDC sont victimes de diverses tracasseries. Matata Ponyo s'y était lui-même rendu compte lors de sa dernière visite sur la nationale numéro 1. Mois de mars oblige, on va parler femmes. C'est dans les buts d'accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire qui cadre avec l'autonomisation de la femme et de la jeune fille que le réseau des communicateurs genre à cet avant-midi organisé une journée de réflexion en vue d'évaluer l'atteinte de ces objectifs. Un rapport final a été adopté à cet effet, comme nous le dit Patricia Panzo dans ce reportage. C'est en 2015 que l'humanité va évaluer les objectifs du millénaire pour le développement. Parmi ces objectifs, l'autonomisation de la femme et de la fille. À l'approche de cette date, le réseau des communicateurs en genre, avec l'appui du bureau genre de la MONUSCO, a organisé une journée de réflexion pour évaluer les objectifs du millénaire qui cadrent avec la femme et la fille en RDC. Un signal fort d'implication des communicateurs afin d'accélérer l'atteinte de ces objectifs. Nous devons réfléchir sur les obstacles rencontrés et les réalisations atteintes par la RDC pour les femmes et les filles. Et pour atteindre le résultat escompté, l'implication des médias s'avère nécessaire. Les communicateurs en genre, les professionnels des médias sont donc appelés à faire prendre conscience aux acteurs et aux décideurs pour que chacun à son niveau puisse s'auto-évaluer par rapport à l'objectif numéro 4 qui est l'autonomisation de la femme dans les domaines où chacun évolue. Plusieurs exposés ont ponctué cette rencontre, notamment le sujet sur l'égalité entre l'homme et la femme. Les pays doivent donner la même chance, les mêmes possibilités aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes de se réaliser en tant qu'êtres humains. Le réseau des communicateurs au genre n'entend pas s'arrêter là, mais pense s'investir davantage pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille congolaise. Les femmes font encore parler d'elles avec cette conférence débat qui s'est tenue à l'université protestante au Congo autour du thème « Femmes qui motivent ». Le mois de mars invite la femme à plus de réflexion sur sa personne et son apport. Une cause qui rejoint les objectifs du cercle de réflexion des étudiants de l'Université protestante du Congo. Partageons le savoir. C'est ce qui justifie la conférence débat tenue dans l'enceinte de l'Université protestante du Congo. Ces femmes qui nous motivent était le thème autour duquel les participants ont échangé.
Pour les oratrices, il était question de sensibiliser la jeune fille à la prise en charge. J'ai encouragé les jeunes filles pour leur dire il n'y a pas de saut métier. Moi j'ai dit en lingala, naza mokombo libalabala. Mais le mokombo libalabala là, aujourd'hui je suis une grande dame. Je suis connue presque dans le monde entier. Il ne faut pas tout le temps attendre à ce qu'on vous apporte. Et vous aussi, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que chaque personne doit avoir un objectif dans sa vie. Qu'est-ce qu'il veut atteindre dans sa vie? Ces femmes qui nous motivent. Et là, ça m'a fait du bien. J'ai eu même des chairs de poule. Parce que c'est ce que je fais à longueur des journées, c'est ce que je fais à longueur des mois et du temps. Je suis là pour motiver les femmes, bien sûr, dans un domaine bien précis, la cuisine. Et je ne me gêne pas de parler de la cuisine. Partageons le savoir, ce cercle de réflexion voit à travers ces échanges une nouvelle occasion de remplir sa mission. Souvent, les jeunes femmes se disent « oui, nous étudions, nous nous battons, mais qui suivre au fait ?» Et des fois, on dit que nous sommes en crise de modèle. Pourtant, il y en a de ces femmes qui font des choses, qui se démarquent et qui prônent des valeurs. Des conclusions ont été tirées à l'issue du débat et un modèle était dressé sur l'exemple des bonnes jeunes filles d'aujourd'hui. Et pour boucler avec ce chapitre concernant la femme, sachez que le village Bondeko Libanga, qui encadre les enfants vivant avec handicap dans les sourds-muets, en marge de ce mois dédié à la femme, a organisé une journée culturelle avec des filles de cet institut en vue de bien célébrer la femme. Même avec un handicap, elles sont comme toutes les autres femmes. Elles possèdent des capacités à mettre au profit dans leur foyer et même dans la communauté où elles évoluent. Ces filles, femmes de demain, vivant avec handicap, sont formées au collège Bondeko. En marge du mois de la femme, cette institution a bénéficié de l'appui de l'ONG Sea Change pour célébrer à leur manière le mois dédié à la femme. À l'occasion, le village Bondeko a fait un plaidoyer à l'intention des décideurs en sollicitant une scolarité gratuite pour les filles avec handicap. Nous voulons vraiment que l'État congolais, à travers surtout le ministère des Affaires sociales, puisse s'occuper de cet enfant, qu'il puisse au moins mettre cet enfant dans de bonnes conditions de vie et aussi son encadreur. Parce que ce sont des enfants qui sont parfois limités dans ce qu'ils veulent, qu'ils sont en train de faire. Ils sont limités, pourquoi? Parce qu'ils se sentent délaissés. Ces enfants sont abandonnés à leur propre sort. Ces enfants sont vraiment marginalisés, opprimés, que ce soit au niveau de la famille, de la communauté. Satisfaites par le déroulement des activités, les bénéficiaires n'ont pas oublié d'exprimer leur déception face à l'absence très remarquable des officiels invités à la journée. Je suis vraiment contente parce que nous avons fêté la journée de la femme aujourd'hui dans notre centre. Toutes les femmes, les mamans sont contentes. En tout cas, je suis ravie pour la fête de mois de la femme dans notre centre village Bondeko. Nous avons invité la dame, la ministre de genre et famille, mais elle n'est pas venue. Nous ne sommes pas contentes. Ça nous a fait mal au cœur. Pourquoi elle n'est pas venue? Elle devait venir pour nous voir, on allait être contente. Même avec un maigre salaire, les éducateurs du village Bondeko Libanga affirment faire leur travail avec dévouement afin d'assurer un avenir meilleur à ses enfants. Une autre célébration, c'est celle du 44e anniversaire de l'OIF en RDC, agrémentée hier par Cœur Monseigneur Luc Chilon au fleuve Congo Hôtel sous la présidence du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie en partenariat avec l'hôtel de ville sous le thème « La francophonie et les jeunes talents ». Les pays francophones du monde ont célébré le 20 mars la journée internationale de la francophonie. Une opportunité offerte aux pays de l'espace francophone d'affirmer leur solidarité dans la diversité. À Kinshasa, la cérémonie a été célébrée au fleuve Congo Hôtel avec comme thème général francophonie et jeunes talents. La francophonie totalise aujourd'hui 44 ans. Je parle de la francophonie institutionnelle. Et au niveau international, il a été décidé à ce que la célébration de cette année puisse mettre l'accent sur le jeune talent. Et donc la jeunesse est à l'honneur et nous voulons surtout valoriser les talents des jeunes.
Une stratégie de la francophonie au profit de la jeunesse, de sorte qu'au-delà de l'effort personnel, que les États et les gouvernements membres de l'OIF aient toute une politique permettant à la jeunesse de pouvoir participer à la construction de leur société. Les États et gouvernements membres de la francophonie, pendant ce temps, sont en train de travailler et de discuter pour pouvoir adopter toute une stratégie de la francophonie au profit de la jeunesse. Et cette stratégie francophone pour la jeunesse sera adoptée en novembre prochain à Dakar. Après avoir été pendant 2 ans à la tête de cette organisation internationale, la RDC, deuxième pays francophone en termes de locutaires, passera le bâton de commandement de l'OIF au Sénégal en novembre prochain. 44e anniversaire pour l'OIF, 44e session ordinaire du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo. Secrétaires généraux et directeurs des différents services de l'ECC ont mis des idées ensemble sur les différentes questions concernant cette église. Les prélats protestants ont passé aussi en revue la situation socio-économique ainsi que politique de la RDC, surtout le volet ayant trait à l'évolution du processus électoral. Le compte-rendu de cette rencontre avec le modérateur national de l'ECC. Le comité exécutif national fait remarquer à la CENI les exigences en rapport avec le cycle et les mandats électoraux, notamment en ce qui concerne le respect sans faille des dispositions de la Constitution, qui fixe la mandature politique à 5 ans, soit de décembre 2011 à décembre 2016. À cet effet, le comité exécutif national de l'ECC invite, primo, le gouvernement à mettre les moyens financiers et logistiques à la disposition de la CENI dans le meilleur délai, à déployer le processus du recensement administratif et scientifique. Secondo, les 2 chambres du Parlement, à voter des lois susceptibles de permettre la mise en œuvre des élections. Tertio, les partis politiques, à procéder à la formation politique de leurs membres et à prendre en compte la place des femmes dans le processus électoral en leur sein. Quarto, les organisations de la société civile force vive, à mettre en place des programmes d'éducation civique. Quinto, la population, à rester vigilante et à s'impliquer de manière consciente à la matérialisation des élections pacifiques et crédibles. Sexto, le peuple de Dieu a prié, davantage prié, afin que les élections soient une véritable bénédiction pour notre pays. On va maintenant parler santé avec cette grogne des blouses blanches de la province du Nord Kivu qui sont montées au créneau depuis plus de 2 semaines. Ils ont lancé même un sit-in devant le gouvernement provincial et en toile de fond le non-paiement de leurs arriérés de salaire depuis plusieurs mois. Des détails dans cette correspondance de Patrick Sialoua. Tous des blouses blanches vêtues, des centaines d'infirmiers de Goma ont fait ce vendredi un sit-in devant le gouvernorat des provinces. Ces derniers demandent qu'ils soient remis dans leurs droits par le gouvernement congolais. On voudrait que dans l'immédiat, il faudrait qu'on nous paye notre prime de risque pour le mois de novembre, qui n'a pas encore été payée. Nous voudrions qu'une partie de nos agents, ils ne sont pas mécanisés depuis 2006. Cette revendication reste couchée et personne ne cherche à répondre à cette revendication. Il y a aussi la bancarisation des primes et remettre l'argent de certaines structures qui ont été gardées par certaines zones de santé. Voilà les 4 revendications que nous avons à apporter à l'autorité provinciale. Ces infirmiers, ces patientes et promettent d'aller plus loin si rien n'est fait dans un bref délai. On a commencé par une grève administrative. On ne remettait pas les rapports pour faire pression. C'était notre manière de faire pression afin que nos problèmes puissent être résolus. Ça n'a pas marché. Nous sommes passés à une deuxième étape de faire de suspendre les activités préventives et promotionnelles. Ça ne marche pas. C'est pour cela que nous sommes passés à une autre étape de sit-in. Et si celle-ci ne marche pas, nous aurons à prendre d'autres mesures qui seront plus graves que celle-ci. En fait, presque tous les infirmiers de la province du Nord Kivu n'ont pas bénéficié de leur prix de novembre. Au ministre de la Santé, nous les demandons d'accélérer les mécanismes de mécanisation des agents, puisque la plupart d'entre nous, depuis 2006, ils ont leur numéro matricule, mais ils n'ont jamais bénéficié d'aucun salaire. C'est ce qui nous inquiète. Or, nous courons les mêmes risques, nous soignons jour et nuit, sans même demander beaucoup de faits. Pour rappel, c'est depuis plus d'une semaine que des mouvements de contestation des infirmiers sont observés à Goma, mais jusque-là, sans...
Si les infirmiers sont en grève, les nouvelles sont plutôt bonnes du côté des forces armées de la République démocratique du Congo qui vont de victoire en victoire dans les combats qui les opposent aux groupes armés au Nord Kivu. Ils ont récupéré plusieurs localités du territoire de Massissi en chassant les éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain. Une fois de plus, c'est notre permanent sur place qui nous en dit plus. Ceci est une prison souterraine se trouvant sur le mont Sinaï de 1995 mètres d'altitude dans les Massissi. Ex-quartier général des combattants APCLS, passés désormais sous contrôle des éléments FARDC du 813e régiment dirigé par le colonel Justin Lobo, commandant des opérations dans cette partie du Nord Kivu. Ces éléments FARDC hyper motivés pour la paix dans les Massissi sont désormais maîtres des villages Bondé, Bukombe, Nyabiondo, Kinyumba, Lukweti, Luibo et Kilambo, jadis contrôlés par les hommes du général autoproclamé Janvier Karaïri de la PCLS. Le colonel Justin Lobo, confiant de la paix dans les Massissi, rassure la population au cours du meeting populaire tenu vendredi à Nyabiondo. Munauza masasi munapelekea Janvier kupori. Unashinda adui mwenye niko napigana naye mpori. Franga nyaweza kusaidia kuuza chumvi, mnafanya cotisation tuuze masasi. Siwezi kuja hapa niko na balinda, kisha tena kamata masasi unauza, kisha kuna tafuta tena kwenda leta kwa watu wenye watakia wanakia ni huo. Kazi yangu ni nini hapa? Mniambie basi nitoke. Si vile? Mniambie nitoke, ndatusha tu asora pole pole mimi nashende. Mwambie ngoa atoke, kiana mzuri, mwakili alisoma, dunga. Mwambie batoke bakui. Mbele ya Mungu sina problem na bakui. Nishaambia komanda region anasema okay. Soki babimi yamba bango baya. Le colonel Justin Lobo affirme que ces opérations vont se poursuivre jusqu'à neutraliser tous les groupes armés qui écument les territoires de Massissi, dont les APCLS, les Raïa Mutomboki, les FDLR et autres. Jetons un regard sur la presse internationale avant de poursuivre ce journal. Le Point suit la recherche du vol MH370 qui se poursuit dans les mers australes. Reculé, 5 avions scrutés vendredi le sud de l'océan Indien à la recherche d'objets flottants repérés par images satellitaires, peut-être des débris du vol MH370 disparu il y a presque 2 semaines, mais les autorités soulignaient la difficulté de l'opération dans ces mers australes isolées 13 jours après la disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Pékin. Les recherches se concentrent sur une vaste étendue d'eau glacée de quelques 23 000 km² à 2500 km au sud-ouest de Perth, la principale ville de la côte ouest australienne, très loin de la trajectoire initiale de l'avion qui avait à son bord 239 personnes. Et puis, Le Monde explique le contexte dans lequel la France suspend une partie de sa coopération militaire avec la Russie. En visite à Tallinn, en Lituanie, vendredi 21 mars, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a indiqué que la France allait suspendre une partie de sa coopération militaire avec la Russie en raison de la crise en Ukraine. Cette suspension concerne plusieurs activités de la coopération militaire qui couvrent les échanges de visites et les exercices conjoints, précise l'entourage du ministre. Les deux pays restent toutefois en contact avec, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux, ce qui laisse entendre que la livraison de 2 navires de guerre de ce type, commandés par Moscou en 2011, pourrait toujours avoir lieu. Formellement, la décision d'exporter le Mistral n'est pas encore prise. Elle doit être entérinée par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre en octobre 2014. On va boucler ce journal par les honneurs posthumes à King Kester Emenea qui sera honoré dans les prochains jours. Un festival concours des musiques dénommé Emenea Award sera organisé pour honorer sa mémoire dans sa ville natale. Une première édition qui réunira plusieurs orchestres des jeunes talents et sera construit également un statut. C'est un message du comité organisateur de ce festival. 1 mois et 1 semaine après sa mort, le fils et fils de Kikwit réclament d'honorer la mémoire de Jean Mubiala, dit King Kester Emenea. Des jeunes orchestres qui comptent la province de Bandundu vont donc pendant 3 jours, soit du 25 au 27 avril, rivaliser dans l'interprétation des chansons tirées du riche et costaud répertoire du King. C'est le message livré par le comité organisateur de la première édition du festival Emenea,
Il a dit au cours d'un point de presse organisé à l'hôtel Venus de Kinshasa. Organiser un concours d'interprétation des chansons d'Emenea par les orchestres de Masimanimba, de Bulungu, de Diofa, de Gungu et pourquoi pas de Kikwit, avec comme finalité peut-être susciter un autre orchestre Emenea. Nous avons mis en place un comité d'organisation qui est présidé par l'honorable Mozito. Emenea était gigantesque. Le monument qui attend d'être érigé en sa mémoire le sera aussi. La demande des ressortissants de Kikwit, la ville natale de l'artiste et musicien disparu, a trouvé un écho favorable. Ce n'est plus qu'une question de temps. Nous aurons une messe d'action de grâce et probablement la pose de la première pierre du monument de Kester. Kikwit qui s'est bien préparé pour plairer son fils. Kikwit qui est aujourd'hui déterminé à pouvoir avoir ce site touristique là où il y aura le monument de Kester, parce qu'au moins pour une fois, Kester a mis tout le monde d'accord. Il y a des artistes qui viendront de l'étranger, principalement de Paris. Jolie Moubiala, le frère de Kester, Li Djokwempa, le grand samouraï, Stino Moubi. On a contacté Redi Amissi, Simolo Katondi et Apocalypse Apocadero. Alors, l'idée, c'est que nous continuons dans un esprit de deuil, dans un esprit de participation à un deuil. Mort le 17 février 2014, cette date restera, selon les organisateurs, une date inoubliable. À chaque année sera organisé un concours international de musique dénommé Emenea Award. L'artiste ne meurt pas, dit-on. Il vit donc à travers ses œuvres. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que se referme cette grande édition du journal. Merci de votre fidélité au programme des BioOne Télévision.